Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous nous retrouvons encore ce samedi, le 1er du mois d'août 2021, pour parler foncier, justement, comment accéder à la terre au Togo. Nous allons passer en revue certains contours et appréciations sur le foncier chez nous, et vous aurez toute l'attitude de poser des questions qui vous semblent un peu obscures, puisque nous avons en studio des personnes ressources qui vous donneront des éclaircissements sur tous ces aspects qui vous tourmentent l'esprit. Pour cette émission, le thème choisi est le droit de propriété et la constatation des droits coutumiers. Au péage technique, Roger Tellou, je suis Blanc Patrick à l'animation de cette émission. Nous émettons en direct du studio 2e de la maison de votre radio. Bienvenue, bonjour à tous. Alors, je rappelle donc le thème de cette émission aujourd'hui, le droit de propriété et la constatation des droits fonciers coutumiers. Au studio bleu de la maison de votre radio, pour cette émission aujourd'hui, nous avons déjà le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, monsieur Daké Kofi Kouma. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Nous avons également l'adjoint au maire de la commune Golfe 2, Pasteur Edo Komi. Bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Nous avons mademoiselle ou madame Yerima Rachel, qui est la trésorière donc, du réseau des journalistes du foncier. Madame Yerima, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous avons également le président donc, de ce réseau, monsieur Akolor, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour le plateau. Nous attendons, bonjour oui, à toutes et à tous. D'accord, nous attendons aussi, prête à Dieu, le président de l'ordre des géomètres du Togo, qui pourra peut-être nous retrouver tout à l'heure. Mais vous aurez, chers auditeurs, à prendre la parole, chers auditeurs, à partir de la demi-heure pour poser des questions sur ce qui vous semble flou dans la gestion du foncier chez nous. Deux numéros téléphoniques à rappeler, le 96 30 66 66 et le 90 17 66 66. Je rappelle que cette émission se réalise avec l'appui financier de Conrad Adenauer. Première question qui va directement au directeur général. Alors, monsieur le directeur général, oui, quelles sont les procédures et les étapes de la constatation des droits fonciers coutumiers? Merci beaucoup, Patrick. Les procédures de constatation sont édictées dans le titre 8 du Code foncier domanial qui traite des dispositions relatives aux terres rurales et aux terres de tenue coutumière. Il y a deux mots très importants qu'il faudrait noter. Les terres rurales et les terres de tenue foncière coutumière. Les gens ont tendance à croire que les terres de tenue coutumière ne peuvent se trouver que dans le monde rural. C'est faux. Ça peut se trouver aussi dans le monde urbain. Et c'est ce qui est d'ailleurs de notoriété, et c'est ce qui se fait jusqu'à présent, étant donné que la loi a dit depuis 1906 et corroborée par celle de 1926 qu'avant toute transaction foncière, le terrain qui devrait faire l'objet de cette transaction doit être immatriculé sous peine de nullité. Est-ce que vous voyez? Mais les gens ont de la peine à le faire parce qu'ils n'étant pas du tout habitués à des procédures d'immatriculation modernes. Alors le colonisateur, le législateur de l'époque coloniale a pris soin de mettre en place un certain nombre de dispositions qui permettent quand même à l'exploitant rural ou bien au propriétaire de terrains de tenue coutumière d'affirmer ses droits, de confirmer ses droits fonciers sur ces terres. Et à l'époque, on l'appelait donc titre foncier indigène. Indigène toujours relative, c'est relatif aux populations autochtones, locales, par rapport aux colons. Donc ce titre foncier indigène avait valeur de titre foncier. À l'époque. Donc ça facilitait au moins l'intégration des terres rurales et des terres de tenue coutumière dans le droit chemin de l'immatriculation selon les formes modernes. Et ça avait fait ses preuves. Je crois que c'est dans cette optique que le nouveau code foncier aussi a voulu aider les populations rurales à affirmer et confirmer leurs droits de propriété sur les terres qui se trouvent en leur possession. Je dis possession parce que juridiquement, ce mot a un sens.
Quand tu es un possesseur, c'est que tu te comportes comme le propriétaire même du terrain. Ce qui est différent du détenteur. Ça veut dire que tu te comportes en propriétaire. Donc, justifiant des droits, un certain nombre de droits sur ces terrains. Donc, c'est le possesseur qui peut alors faire valoir ses droits, faire valoir ses droits en les faisant constater par les autorités locales. Donc la procédure, elle est simple. Celui qui se sent possesseur, c'est-à-dire qui prétend être propriétaire des terres de tenue coutumière ou bien des terres rurales, adresse une requête donc au maire de la localité. Et le maire de la localité enregistre sa demande dans un registre ad hoc, si vous voulez. Il y a un registre créé spécialement pour la constatation des terres de tenue coutumière. Il lui donne un numéro et lui dit, bon, ok, va et délimite ton terrain au jour fixé, je viendrai voir si c'est réellement à toi ou non. Et il fait savoir à tous ceux qui ont des intérêts dans la zone de se présenter. Et au jour J, il se déplace avec son géomètre assermenté. Si lui-même il est empêché, il délègue le pouvoir à un de ses collaborateurs immédiats, notamment son adjoint ou bien des conseillers municipaux. Et ils se rendent là-bas pour constater la contenance, les limites, etc. de ce terrain. Et poser des questions à ceux-là qui sont appelés à venir témoigner si d'aventure ils connaissent ce présumé propriétaire ou non. Et il y aura forcément des gens, il y aura probablement, pas forcément, il y aura des gens qui peuvent aussi avoir des prétentions sur ce terrain. Le document les appelle des opposants à cette prétention. Eh bien, le maire et ses assistants lui posent des questions quant à la prétention que lui aussi il a là-dessus. Ça donne lieu alors à un litige. Immédiatement, un procès verbal est dressé et le litige est consigné là-dedans et envoyé directement au tribunal de première instance qui siège dans le milieu. Lorsque le tribunal tranche en faveur du prétendant, eh bien le maire lui délivre un reçu, un récépissé, c'est-à-dire un document que nous appelons un livret foncier. Tout procès verbal, plan du terrain, etc. sont consignés dans ce livret-là et qui lui délivre et qui fait office d'un titre foncier local et qui a valeur d'un titre de propriété qui dure autant que la possession. Le monsieur a toujours son emprise là-dessus. Mais avant cela, avant d'aller sur le terrain, le maire envoie la requête à l'administration compétente qui gère les biens de l'État pour voir si le terrain sur lequel l'intéressé veut confirmer ses droits ne fait pas partie des terres domaniales. Autrement dit, le maire serait en porte-à-faux avec l'État. Et si cela n'est pas, en ce moment, il lui délivre ce reçu, après ces étapes-là, ces procédures, et ce titre foncier local, bien ce livret foncier, peut permettre donc à l'ayant droit de faire même des prêts, d'obtenir des crédits bancaires pour l'exploitation de son terrain, et peut l'opposer aux tierces lorsque quelqu'un veut justement se prévaloir d'un certain droit là-dessus. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Monsieur le maire aussi est là. Il peut compléter, puisque c'est à lui l'honneur. Avant de développer ce point, je voulais demander à monsieur le maire s'il y a il peut arriver des moments où les populations riveraines de celui qui veut s'approprier un terrain peuvent remettre totalement en cause la propriété donc d'une tierce parce que ne le reconnaissant pas. Voilà. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, aujourd'hui, le foncier
attire beaucoup de convoitises. Hein, de convoitises. Il y a des gens qui ne sont pas propriétaires, mais qui se font propriétaires. Vous le savez, il y en a à Lomé qui sont là, il y a des experts qui se font propriétaires partout. Des escrocs, hein. Des experts escrocs. Escrocs qui se font propriétaires. Parce que aujourd'hui, ça donne de l'argent, ça fait de l'argent, la terre. Hein, la terre, aujourd'hui, ça fait de l'argent et donc, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et donc, partout, à tous les niveaux, même dans les milieux ruraux, ça n'en manque pas. Hein, parce que, de temps en temps, aujourd'hui, avec les élections municipales, avec les maires qui sont établis, donc, les villages, il n'y a plus tellement de villages, hein, parce qu'au fur et à mesure où ça évolue, donc tout deviendra certainement urbain. Vous voyez? Et donc, les gens ont déjà une idée sur demain. Donc, il faut être propriétaire, il faut être possesseur, comme il a dit, de terre. Donc, ça n'en manque pas. Mais souvent, ce qui fait la force, c'est qu'il y a quand même la majorité. Quand la majorité finit par reconnaître que c'est la propriété d'autrui, c'est bien, il a dit il faut un procès verbal parce qu'il y a un litige qui est né et qu'il faut l'envoyer au tribunal qui va siéger pour définir réellement le vrai propriétaire. Mais il y a quand même, du coup, quand il y a la majorité qui l'emporte, il y a de plus fortes chances qu'au niveau du tribunal même, qu'on arrive à donner droit au vrai propriétaire contre celui-là qui l'imposteur. Et donc, du coup, c'est un travail que maintenant que nous avons été mis en place, donc il faut quand même que nous puissions maîtriser d'abord le code foncier. Vous savez, ici nous parlons de droit foncier coutumier. Et ça va alléger la tâche. Parce que entre-temps, on n'avait pas ces tests, on pensait que les domaines ruraux coutumiers donc doivent toujours faire objet au titre foncier. Hein, les gens ne savent pas qu'il y a ce test. Et c'est maintenant que ce nouveau code, il faut vraiment le vulgariser pour que nous, à notre niveau... Avant le code et avant vous, qui rédigeait, qui essayait donc de... C'est les chefs, c'est les chefs du village. Et même, il est donné même au maire, parce que quand le dossier arrive là, le maire doit inviter les chefs. Oui, tout à fait. Doit inviter les chefs du canton, les chefs du village, qui ont quand même la maîtrise, hein, presque la maîtrise totale des domaines possédés par chacun de leurs habitants. Et donc, du coup, ils jouent un grand rôle. Bon, donc, il y a ce qu'il appelle le droit de propriété, c'est le chef canton. Il y a ce qu'on appelle le droit de propriété, où le chef canton, c'est lui, après expertise, après enquête, après rencontre avec tous les propriétaires. Il y a les limitrophes. D'abord, il y a les limitrophes. Donc, c'est très important. Il faut quand même que celui qui se dit propriétaire connaisse ses limitrophes. Et ces limitrophes viendront certainement témoigner à sa faveur qu'il est le vrai propriétaire. Donc, il y a cet aspect qui est aussi très, très important. Et donc, dès que le maire, avec son géomètre qui est allé sur le terrain, ou bien il peut déléguer le pouvoir à un des conseillers municipaux qui le représente et qui lui fait le rapport de tout ce qui se fait sur le terrain. Donc, cet aspect est très important et je crois quand même qu'il nous revient en tant que maire de pouvoir vulgariser, de pouvoir développer cet aspect du code foncier pour que ça soit appliqué et que les gens retiennent l'importance de faire immatriculer leur domaine foncier. Alors, Madame Yerima a quelque chose à ajouter par rapport à ce point? Je voudrais demander, est-ce qu'il y a des voies de recours après que ce document-là soit délivré? Parce qu'il me semble qu'il y a à partir de la constatation, ça doit faire au moins 3 mois pour pouvoir établir le document. Et si après ces 3 mois-là, il y a des revendications. Maintenant, d'autres personnes qui n'avaient pas eu dire, ils étaient en retard peut-être, ils avaient voyagé peut-être, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des voies de recours maintenant pour contester le document qui a été... D'abord, monsieur le directeur général. Oui, mais vous savez, il y a ce que nous appelons les clauses de forclusion. Lorsque un délai est fixé et vous ne vous insérez pas là-dedans, dans la dynamique, eh bien, c'est forclos. La procédure est forclos. Donc, vous ne pourrez plus faire des recours. Mais à l'intérieur, dans l'intervalle des 3 mois, vous pouvez faire toutes sortes de recours. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant parce que tous ceux qui sont intéressés sont invités par le maire, par l'intermédiaire de ces chefs de canton, chefs de village, même les CVD. N'oubliez pas que ce document a déjà prévu de mettre en place un comité de villageois de gestion foncière ou bien un comité local de gestion foncière qui est déconcentré
jusqu'au niveau des villages. Le maire ne se lève pas pour donner ce livret d'un seul coup. Hein. Oui. Il fait procéder à des enquêtes, même à l'insu des chefs, par son comité local de gestion foncière. S'il a la confirmation, ou bien il voit qu'il y a du bien fondé là-dedans, en ce moment, il invite tous les protagonistes, les limitrophes, tous ceux qui ont des choses à dire là-dessus, les chefs traditionnels, et il fixe le jour où il doit se rendre sur le terrain. Ça veut dire qu'il a déjà fait plein d'enquêtes, hein, même au niveau de l'administration centrale, puisque l'État a des terres rurales aussi, qui font partie des terres domaniales. Lui vérifie d'abord ça. Est-ce que le terrain-là qu'il donne, qu'il prétend être la propriété de l'État n'est pas une propriété de... Ici, il a la confirmation. Vous savez, il a la maîtrise de la procédure. Il a son temps pour le faire. C'est lui qui décide du jour où il faut y aller. Et c'est à partir du jour où on y va qu'on donne 3 mois. Est-ce que vous voyez? Si les enquêtes, les vérifications qu'il doit faire doivent durer 3 mois, 4 mois, il le fait d'abord. Et ce n'est qu'après qu'il lance justement la procédure normale. Donc il a toutes les latitudes pour éviter qu'il y ait ce problème de recours après forclusion de la procédure. Je crois que Mme Irima a réponse à sa question. Mais je voulais revenir sur les géomètres. Hein. C'est vrai, j'ai posé la question à monsieur le directeur général de savoir les procédures, les étapes. Mais est-ce que au cours des procédures que mène le représentant de la commune, est-ce qu'il y a la présence des géomètres? Monsieur le président des géomètres du Togo, monsieur Lugui, est-ce que vous avez une idée sur comment ça se passe? Bonjour à tout le monde, bonjour auditrices et auditeurs. Effectivement, je crois que le directeur de l'urbanisme a bien décrit la procédure en y citant notamment les différents intervenants. Effectivement, pour arriver à dresser le document définitif, il y a une étape où le bornage doit être fait. Le plan parcellaire doit être fait par un géomètre assermenté, donc ce qui implique naturellement les géomètres qui sont habilités à faire les plans parcellaires sur les biens fonciers. D'accord. Alors, monsieur Pasteur Edo, les étapes, c'est vrai, le directeur général les a développées, mais les institutions qui doivent être impliquées, il en a effleuré légèrement, mais quelles sont véritablement les institutions qui sont impliquées dans les procédures de constatation des droits fonciers coutumiers? Donc je crois que nous en avions déjà parlé pêle-mêle. Il faut d'abord, comme c'est coutumier, il faut vraiment donner et faire attention aux chefs, que ce soit chef canton, le chef du village, le chef quartier. Il ne faut pas oublier même les CVD, c'est le comité villageois du développement, qui sont aujourd'hui très actifs sur le terrain. Et quand on monte au niveau de la palais de l'administration, l'administration, en fait, c'est pour vérifier si le domaine n'est pas la propriété de l'État. Il a déjà dit. Bon, au niveau de l'administration municipale, parce que c'est sur notre territoire. C'est sur notre territoire et c'est nous qui avons quand même la gestion de notre territoire en matière de manière. Donc, même si on le fait, si ça fait partie des fois des compétences qui sont partagées, hein, c'est l'une des compétences qui sont partagées parce qu'entre nous et puis l'État, dont l'administration de manière. Et comme l'avions dit, les géomètres sont aussi très impliqués parce que il faut d'abord faire le bornage, il faut le plan parcellaire, donc tout ça là, il faut des géomètres assermentés, pas n'importe quel géomètre, parce que vous savez aujourd'hui c'est des casse-têtes chinois, les géomètres qui font et défont, donc c'est pourquoi il faut un géomètre assermenté. Et quand on prend toutes ces institutions là, si au bout de la chaîne, toutes ces institutions sont impliquées, on fera un travail qui sera exemple quand même de tout le recours. Mais c'est vrai quand même qu'elle a parlé sur le recours. Le recours, 3 mois après,
au cours de 3 mois après la décision de le maire, tout ça, bon, celui qui se sent, celui qui a un problème peut faire le recours. Et 3 mois après, c'est folklore, donc il n'est pas dans le délai, et puis donc son recours ne peut plus être reçu. Donc voilà un peu les institutions qui sont impliquées au cours de la chaîne. Est-ce qu'il vous arrive souvent de constater, une fois sur le terrain, que certains domaines qui veulent être, qui sont pris par une tierce comme étant sa propriété, relèvent plutôt d'un domaine de l'État? Oui, naturellement. Ça n'en manque. Et en ce moment, quel recours pour lui remettre en cause? Non, ça n'en manque pas. Si on se rend compte que le domaine incriminé, enfin le domaine en question, fait partie de la propriété domaniale, mais ça, il n'y a même pas il n'y a plus à trancher. On le met on met l'intéressé à sa place et lui décrit directement que c'est un domaine de l'État. Vous savez ce qu'il fait? Parce que c'est quand après le bornage, le plan, comment on l'appelle? Le parcellaire, il y a quand même une partie qui doit aller à l'État. Et cette partie de l'État là même, vous savez, aujourd'hui, les gens après, qui vendent justement, les gens l'envient, hein, les gens convoitent ça. Les gens convoitent ça aujourd'hui. Et du coup, si l'on n'y prend pas garde, et surtout que quand ce n'est pas immatriculé, hein, si l'État ne l'immatricule pas, qu'il n'y a pas de bornage, et que c'est laissé comme ça, ben les gens vont rentrer dedans, et vous voyez que rapidement, il faut encore le bornage, il faut encore ils découpent ça, un lotissement clandestin, et puis ça se vend. Et c'est ça qui crée aujourd'hui des problèmes. Quel est votre rôle, le rôle donc de ces communes? Parce qu'on en voit tout. Non, le rôle de commune, c'est nous. Pour permettre aux populations de ne pas tomber dans leur piège. Et il nous revient en tant qu'autorité municipale de délimiter les propriétés de l'État. Hein? Il nous revient, c'est à nous de l'immatriculer, hein, de faire le bornage, de faire de toute façon que quand les gens voient ça, qu'ils sachent que ça, c'est un domaine de l'État. Donc il nous revient en tant qu'autorité municipale de le faire. C'est pourquoi depuis que nous avons pris l'administration ministérielle de Golfe 2, nous avons une commission domaniale. Donc nous sommes en train de voir les domaines qui reviennent au Golfe 2 pour que nous puissions les immatriculer de conseil de nature avec l'administration, avec l'urbanisme, pour que les gens ne sautent pas dessus et que ça ne devienne des problèmes après. Parce que les gens peuvent construire, les gens peuvent ériger des bâtiments sur ces domaines. Et c'est difficile, il faut aller dégager, il faut aller faire ceci. Et donc, ça nous donne encore du boulot. Donc c'est pourquoi, dès maintenant, il faut qu'on se mette au travail pour pouvoir le faire. Je crois que dans ce cadre-là, pour aller dans le même sens, le ministère en charge de l'urbanisme est en train de faire un travail à ce niveau qui consiste à faire les implantations des schémas directeurs. Le plan directeur. De délimiter sérieusement sur le terrain les emprises des voies, les différents types de voies, et on fait la délimitation des réserves. Sauf que c'est un processus, on fait 2 ou 3 communes par an, ce qui fait que si on va faire toutes les 100... Non, il y a mieux. Vous ne parlez que de ce qui se fait maintenant, mais voilà. Vous savez que nous sommes proactifs au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. On est dans une vision beaucoup plus dynamique. C'est pour ça qu'au lieu d'attendre que le schéma sorte avant de le faire, on associe en même temps le plan d'urbanisme directeur et le plan de détail, ce qui nous permet de sortir en même temps. Monsieur le directeur, nous allons marquer une pause, nous allons revenir développer, parce que j'allais venir vers vous pour vous demander exactement ce que vous faites pour accompagner ces populations-là dans ce domaine. A tout de suite. Dans cette émission dont le thème choisi aujourd'hui est le droit de propriété et la constatation des droits fonciers coutumiers. Nous sommes avec le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, M. Dake Kofi Kouma, le président de l'ordre des géomètres du Togo, M. Loubi. Nous sommes également avec l'adjoint au maire de la commune Golfe 2, le pasteur Edokomi, et puis la trésorière du réseau des journalistes du foncier, Yerima Rachel. Monsieur le directeur, on était en train de développer un aspect
qu'est-ce que l'urbanisme, hein, la direction de l'urbanisme et de l'habitat fait concrètement pour accompagner ces populations qui souvent tombent dans le piège de ces escrocs vendeurs de terrain, surtout quand ils vont jusqu'à vendre les domaines administratifs, comme on le dit. Oui, mais le président de l'Ordre des géomètres a déjà annoncé les couleurs. Aujourd'hui, lorsque nous sortons un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, c'est-à-dire le document qui fixe les grandes orientations du développement spatial de ce territoire-là, on l'implante en même temps. Et ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme a l'avantage d'avoir en son sein les positions de toutes les grandes réserves, de toutes les grandes voies, etc. Alors là, on choisit, on lance un appel d'offres, et à manifestation plutôt, et puis les lauréats ont ce marché-là par les procédures de marché public, de préparation des marchés publics, et ils vont implanter toutes les voies, toutes les grandes réserves qui se trouvent dans ce plan directeur de développement spatial du milieu. Et quand c'est implanté, on met généralement des panneaux. Les panneaux indiquent en même temps que c'est une réserve administrative, rentre dedans. Le maire, c'est en même temps. Ces schémas directeurs sont donnés aussi en copie au maire. Si bien que quand tu rentres dedans tout de suite, son COGEF ou bien son comité villageois le sait. Nous voulons aller encore plus loin. Au lieu de donner d'abord à implanter le schéma directeur d'aménagement du urbanisme qui fixe les grandes voies, les grandes réserves, mais pas la position des lots et des voies de dessert. On veut aller plus loin. Au lieu de sortir ça seulement, on sort même tout le détail. Où se trouve le lot de Isidore, où se trouve le lot de Patrick, quel est son numéro, et quelles sont les rues bordant donc son îlot, et où se trouvent les réserves d'équipement dedans. Et en ce moment, eux, les géomètres, ils bornent tout, ils implantent tout et ils identifient tout. Le plan d'identification, donc, est donné en copie au maire pour assurer la surveillance et la gestion de ces domaines-là. Donc, on est en voie de le faire. Actuellement, ce sont les schémas directeurs qu'on implante, mais on a commencé aussi par implanter les plans d'urbanisme de détail. Mais c'est parce que nous le faisons ultérieurement que le problème se pose. On fera le tout en même temps et on l'implante. Déjà à partir de l'an prochain, ça commencera. Et nous avons même d'autres ambitions. Le maire l'a dit tout à l'heure que si on ne sait pas faire, toutes les communes aujourd'hui sur le territoire communalisé, ça deviendra des agglomérations urbaines. Je dis non. La population est toujours rurale, ne l'oubliez pas. Et si vous transformez les terres rurales en terres urbaines, c'est fini. Peut-être qu'ils vont aller cultiver sur Mars ou Jupiter. Alors, Madame Yerima, vous avez une question à l'endroit? Oui, j'ai une question à l'endroit du directeur. En fait, pas tellement une question, je suis toujours pas satisfaite. Si tel est qu'il y a un délai une clause de forclusion. Je voudrais savoir comment est-ce que les autorités procèdent, les autorités compétentes procèdent pour que toute la population puisse être informée de ce qui est en train de se faire d'abord, et ensuite si les décisions qui ont été rendues sont publiques. Oui. Donc je voulais avoir une idée sur la procédure en fait. Mais c'est très simple, on l'a déjà dit. Lorsque vous qui prétendez, qui avez des prétentions sur une terre rurale ou bien une terre de tenue coutumière, vous adressez votre requête au maire, le maire enregistre votre requête. Est-ce que vous voyez? Donne un numéro et l'enregistre. Il ne va pas tout de go aller sur le terrain pour constater, non. Il fait des enquêtes. Notamment ta requête est adressée, est envoyée aussi au service de l'État pour vérifier d'abord si dans ce milieu, vous n'êtes pas en train de prétendre occuper un domaine de l'État. Est-ce que vous voyez? Puisque vous situerez sommairement votre terrain. Lui, en demandant à l'administration, l'administration peut dépêcher même rapidement quelqu'un sur les lieux pour voir. Et lui dire, attention, ne l'autorise pas à le faire. Ça, c'est un.
Une fois qu'il a la conviction que ce n'est pas un terrain domanial, il a sous lui les chefs de canton, il a sous lui le COGEF, le comité de gestion foncière locale. Il peut les envoyer demander à tous ceux qui vivent dans ce milieu, ou bien ceux qui peuvent être intéressés par cette procédure, d'être présents à tel jour. Les réunions publiques. Tu vois? Et il C'est une publie réunion publique. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, tout le monde, ces séances Les chefs, tenantes les qu'on notables, dresse, tout. ces séances tenantes qu'on dresse le PV, c'est pas au bureau, hein. Ouais. Séances tenantes, tout ce que vous avez comme Occupation. occupation, vous le faites savoir là-bas. Est-ce que vous voyez? Et si, dans les débats là-bas, le terrain est exempt de toute opposition et que c'est normal, le PV aussi le dit, et lui, quand il revient, il attend quand même. S'il y a une opposition aussi, on le dit. Il attend quand même 3 mois. Si rien n'est dit, c'est fini. Est-ce que vous voyez? Depuis là-bas, s'il y a opposition, dès qu'il rentre chez lui, on fait quand même le plan. Il envoie ça au tribunal de première instance de la localité qui siège là-dessus. Si le tribunal donne, il tranche en faveur du requérant, eh bien c'est fini. La décision judiciaire lui permettra de lui délivrer le livret. Il y aura une main levée. Est-ce que vous voyez? Si la décision du tribunal milite en défaveur du requérant, eh bien le maire ne donne pas au requérant le récit. Est-ce que vous voyez? Donc toutes les dispositions sont prises pour que le truc soit public et non en cachette. Est-ce que vous voyez? Et il a intérêt à le rendre public parce que c'est sur son territoire. S'il y a des litiges. Pour éviter. D'ailleurs, quelle est la raison même de faire ressurgir ce livret foncier? N'oubliez pas que nous sommes dans la dynamique du climat des affaires et aujourd'hui, les terrains ont tellement de valeur dans la dynamique du climat des affaires. Aujourd'hui, nous avons la PIA, la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Si ces terrains n'étaient pas disponibles, est-ce que vous pouvez le faire? Or, si ça peut booster l'économie, le développement du milieu en apportant donc de la main-d'œuvre, en réduisant le chômage, pourquoi pas? S'il faut sécuriser les terres, en impliquant toutes les parties prenantes sous la direction des maires, pourquoi pas? C'est pour ça que ces procédures-là, il y a tellement de garde-fous qui feront qu'il n'y aura pas tellement de problèmes. Puisqu'on dit après tout que ce livret peut te permettre d'avoir des crédits immobiliers ou bien des crédits. Ça veut dire que si c'est une garantie, si la garantie n'est pas solide, les banques ne vous donneront rien. Bon, d'accord. Avant de continuer donc ce débat, je rappelle aux auditeurs qui peuvent aussi poser des questions, d'éclaircissement, en appelant le 96 30 66 66 ou le 90 17 66 66. Alors, peut-être à Monsieur le maire, quel parallèle entre la procédure d'immatriculation classique du foncier et la constatation des droits fonciers coutumiers? Moi plutôt le directeur d'abord. Voilà, il n'y a pas de problème. Même le président aussi, hein, parce que ça c'est notre travail. Vous voulez. C'est vrai que le président depuis un moment n'a pas pris la parole. Oui, merci. Alors, monsieur le président donc, de l'ordre des jeunes du Togo, quel parallèle entre les procédures d'immatriculation classique du foncier et la constatation des droits? Merci beaucoup. J'avoue que quand j'ai lu ce passage, dans le code foncier domanial, je me suis rendu compte que c'est presque la procédure de l'immatriculation foncière, à part le fait que il n'y a pas de transaction au départ qui donne un contrat de vente, etc. Et à part le fait qu'il n'y a pas un bornage contradictoire tel que ça se fait dans l'immatriculation ordinaire. Sinon, presque à tous les points de vue, ça ressemble effectivement à une immatriculation foncière moderne. Je crois que c'est même pour ça que ça lui confère ce droit d'inattaquabilité comme le titre foncier normal. Voilà. Et justement, un auditeur en ligne? Non.
Oui, monsieur le directeur. Mais l'on va se demander pourquoi il y a immatriculation, pourquoi on veut aussi constater. C'est justement un prélude à l'immatriculation pour aller vite. Parce que le travail est déjà fait en amont, le livret n'est pas encore un titre foncier selon le code, selon le droit moderne. Ça vous permet de faire un bond. Le gros du travail est déjà balisé en amont. Si tu veux faire un titre foncier, il suffit d'introduire donc le livret qui contient derrière tout. Et c'est fini, ça sera plus rapide. Ça ne fera que booster encore cette dynamique que requiert justement le droit des affaires. Est-ce que vous voyez? Et ce qu'il a dit est vrai parce que dans l'immatriculation selon la procédure moderne, il faut toujours constater l'occupation effective, permanente, publique et sans équivoque du requérant sur les lieux. Et c'est ce que le maire fait en faisant même toutes les enquêtes nécessaires. On n'a pas besoin donc de demander d'abord est-ce que tu as eu un certificat de vente, non, sur le champ, on vérifie tout ça là. Si c'est déjà vendu, même on le dira. Et ça allège donc la procédure d'immatriculation ultérieure à ce travail. Donc c'est ça. Le travail de terrain est fait. Le reste ne sera qu'un travail de bureau. Monsieur le maire, monsieur... Non, je pense que l'essentiel est déjà dit. Et nous nous félicitons quand même qu'aujourd'hui, avec ce code, il y aura quand même un certain allègement par rapport au droit, au droit coutumier, au droit foncier coutumier, et du coup, ce qui va propulser les populations rurales à en faire autant, parce que il a dit aujourd'hui, parce que dès que vous avez ce livret, cela vous permet d'avoir droit au crédit, ce qui n'est pas l'habitude des populations rurales, mais avec ce nouveau code, je crois que les maires, nous sommes à Lomé, nos collègues qui sont quand même dans les milieux encore ruraux, c'est vrai que il n'y a pas la communalisation rurale, il n'y en a pas sur les communes rurales, mais à certains niveaux, je crois que ça va permettre, comme il le dit, à impulser une certaine valeur au climat des affaires. Et pour compléter, parce que ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui Conrad Adenauer en finançant donc ou bien sponsorisant ces trucs-là, c'est le droit d'accès de la femme à la terre. Voilà, on a énoncé en l'article 628 de ce chapitre-là quelque chose d'important. Que lorsque les terres sont détenues suivant les règles du droit coutumier, le détenteur a la faculté de faire constater et d'affirmer ses droits au regard de tout tiers, sous réserve de l'observation des dispositions des articles suivants. Toutefois, l'égalité homme-femme à l'accès à la terre doit être respectée. Est-ce que vous voyez? Lorsque le maire va là-bas et qu'une femme se pointe pour dire « Ah non, c'est mon grand frère qui veut usurper ce droit parce qu'immédiatement il va trancher ». Est-ce que vous voyez? Il faut forcément observer l'égalité homme-femme dans cette affaire. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour éviter que les femmes ne soient brimées dans la quête de leurs droits sur le foncier. Et le dernier point, c'est qu'on dit, l'article 633, que les titres ainsi obtenus par le requérant, fût-elle une femme ou un homme, a la valeur d'un acte sous seing privé et confirme son possesseur dans les droits qu'il énumère. Il vaut tant que dure l'occupation effective du bénéficiaire ou de ses ayants droit. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces ayants droit s'insèrent immédiatement là-dedans dans cette procédure. Ça veut dire que c'est une très grande garantie qu'on donne à ceux-là qui font constater rapidement leur droit de foncier. Et pour aller dans la direction du maire, le maire a intérêt à demander à tous les possesseurs fonciers de son territoire à venir rapidement faire constater leurs droits fonciers. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir immédiatement une vue globale de toutes les propriétés du milieu. Puis il y aura un plan qui sera à chaque fois établi. Et au finish, vous aurez un document, un plan global qui vous donne les propriétés, les positions de toutes les propriétés foncières du milieu. Ça vous permet de gérer les litiges ou bien les aménagements futurs.
Ça, c'est une procédure à encourager. Alors, monsieur le maire, je reviens encore à vous. La constatation des droits fonciers coutumiers est-elle spécifique aux terrains ruraux ou peut-elle couvrir les zones périurbaines et urbaines? Puisque vous l'avez dit, vous êtes dans Golfe 2. Oui. La plupart du temps, votre parcelle de gouvernail, si on peut le dire ainsi, se trouve en ville, hein, c'est ça? Oui, nous, c'est presque, tout est presque en ville. Et du coup, nous sommes plus orientés vers les populations urbaines qui ont quand même la notion d'immatriculer leur domaine, ce qui n'est pas le cas, ou comme on le dit, dans les autres communes. Donc je dis quand même que... Monsieur le maire, une seconde, un auditeur en ligne, allô? Ok. Bonjour. Monsieur Kofi, vous appelez d'où? C'est gay. Ok. Votre préoccupation? Oui. C'est important, hein? C'est un volet très important. Oui. Officiellement. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Alors, monsieur Kofi veut savoir, dans toutes ces démarches, il doit y avoir des coûts. Et lorsque vous ne dites pas officiellement les prix, les démarcheurs passent par des scrupules pour escroquer les gens. Non, c'est vrai quand même que moi-même je voulais venir à ça, parce qu'on ne peut pas finir cette émission sans que les gens ne savent pas combien ils vont payer. Il y a à certains niveaux, je crois quand même que on connaît de manière globale, de manière générale, les coûts qu'il faut pour un titre foncier classique. Maintenant, il va falloir quand même qu'au niveau des communes, que le conseil municipal siège et se prononce, mais au même moment, nous devons avoir une fourchette qu'il ne faut pas dépasser. Nous devons avoir une fourchette qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, du coup, je crois que ce qui a lieu de dire aujourd'hui, ça dépendra de chaque commune, hein, de chaque commune, mais fondamentalement... Mais il y a un prix standard pour toutes les communes. Il y a un prix standard, un prix standard pour chaque commune, mais il y a peut-être certaines valeurs qu'il faudra en ajouter, et c'est ça que le conseil municipal va se pencher. Mais il n'est pas satisfait, monsieur. Oui, moi je peux lui répondre, ne vous en faites pas. Pas de souci. On vous a dit que ce code foncier, c'est une loi, c'est une loi cadre. De cette loi découleront des décrets d'application et allant jusqu'aux arrêtés ministériels, puis arrêtés municipaux. Le maire prendra un arrêté, mais toujours est-il que ces dispositions feront l'objet justement des instructions au niveau de l'État réglementaire. Toutefois, l'article 637 de ce même code foncier et domanial dit: les pièces établies en vue de la procédure ci-dessus, c'est-à-dire constatation des droits, et expédition et certificat, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Ça fait déjà un coût en moins. Vous savez, le droit d'enregistrement, c'est ça qui augmente les choses. Ça veut dire que... Et pourtant, c'est ça qui fait l'argent à la mairie. Non. Il y a quand même d'autres frais quand même municipaux qui pourront vous aider à le faire. Il faut voir beaucoup plus la sécurité foncière que vous conférera la mise en œuvre de cette procédure plutôt que l'argent. Parce que lorsque vous aurez constaté à qui appartient quoi en matière foncière sur le terrain, tous les aménagements possibles pourront se faire. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez même signer des contrats, des baux avec des bailleurs de fonds, etc. et faire développer le milieu tout en faisant profiter justement la population des fruits de ces investissements. Donc ne voyez pas immédiatement l'argent en termes d'impôts ou bien de taxes. Non, ça c'est infime par rapport à ce que vous apportera justement des investissements beaucoup plus lourds lorsque le terrain est sécurisé. Mais je reste toujours
dans la peau de M. Kofi qui a appelé, Oui. Il veut avoir une fourchette. Non, on ne va Non, pas lui donner une parce fourchette que- tout de suite parce qu'on est en train d'écrire Écrit. justement Des arrêtés, décret des décrets, portant ouais. application de ce code. N'oubliez pas que ce décret est un décret pris en Conseil des ministres. Ça veut dire que le ministre des Finances doit intervenir, le ministre de l'Urbanisme, tous les ministères concernés, décentralisation. tous Le ministre de sont la dedans. territoriale. Ils verront comment porter la chose pour que la population ne soit pas sous le joug ou bien subisse lourdement ça pour que ça soit plus léger. Et après cela, maintenant, les arrêtés ministériels vont sortir. Puis les arrêtés Et municipaux. C'est là où le maire aura sa partition à jouer. jouer. Mais s'il veut prendre justement, mettre la charrue devant les bœufs, je demanderai à M. Kofi de prendre son mal à patience. Dès lorsque nous commencerons l'application effective de ces dispositions, tout sera clair. Merci Il faut beaucoup. peut-être préciser que c'est des tarifs qui seront publics. Hein. Public. Oui, bien sûr, Publics, qui donc seront c'est publics, pas- ouais. Il n'y aura pas de raison que les gens arnaquent non, derrière. non, non. Qui veut aller à l'information. Ok. Peut-être une dernière question, c'est vrai que nous sommes talonnés par le temps. Le titre foncier établi par constatation des droits fonciers coutumiers confère-t-il aux détenteurs un véritable titre foncier inattaquable? Oui. Monsieur le maire, monsieur le directeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu, on dit le titre ainsi obtenu par le requérant à la valeur d'un acte sous seing privé Article et 73. confirme son possesseur. Oui. Il n'est pas encore propriétaire. Hein. Ça veut dire qu'il a des prétentions là-dessus, mais se comporte déjà comme un propriétaire. Il pose des actes d'un propriétaire. Il sera propriétaire lorsqu'on lui délivrera un titre foncier en bonne et due forme. Mais il est possesseur. On dit qu'il confirme son possesseur dans les droits qu'il énumère. Ça peut être les droits d'usage, les droits de disposition, tout ce que vous voulez. S'il les énumère, il le confirme dedans. Ensuite, il vaut tant que dure l'occupation effective du bénéficiaire. Est-ce que vous voyez? Ou de ses ayants droit. Ça veut dire que même la postérité a des garanties là-dessus. Seulement, à cette étape, il n'est qu'un possesseur et non un propriétaire. D'accord. Alors, nous sommes talonnés par le temps. Le technicien nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission. C'est vrai que ça fait parler, mais nous allons revenir peut-être dans nos prochaines émissions pour en débattre. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.